Mesdames et messieurs, la conférence de presse va débuter. Bonjour à tous, merci d'être là. Bon, on a peut-être vu un tout petit peu grand. En fait, moi, on m'a toujours dit qu'il y avait 20 000 journalistes accrédités au jeu. Donc du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on réserve tout le stade. Et puis quel stade? Je crois que c'est vraiment un stade extraordinaire. On est vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. On vous a promis des jeux spectaculaires et je crois vraiment qu'on y est. Alors, on est ravis de vous accueillir ici à Paris La Défense Arena parce que chaque temps fort est l'occasion pour nous de mettre en lumière un site des Jeux. J'en profite vraiment pour remercier Paris La Défense Arena de nous accueillir et d'avoir mis à notre disposition gracieusement la plus grande salle de spectacle d'Europe. Je voudrais aussi profiter de ce moment pour saluer la présence de ceux qui font Paris 2024 au quotidien depuis le début de l'aventure. Merci à Madame la Ministre, Roxana Maracineanu, d'être parmi nous. Je voudrais également remercier le président du Comité national olympique et sportif français, Denis Masseglia. Merci d'être parmi nous. Monsieur Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris. Je voudrais aussi saluer la présence de Mathieu Hanotin, le représentant du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, en charge des Jeux olympiques de Paris 2024. Merci à tous les athlètes d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai bonheur de vous accueillir. Je voudrais aussi saluer la présence des présidents de fédérations qui sont là avec vous. Alors, ce n'est pas un hasard si on est ici aujourd'hui. Vous le savez sûrement, en 2024, ici, Paris La Défense Arena accueillera les épreuves de gymnastique pendant les Jeux olympiques. Pour vous donner une idée de ce que vivront les 17 500 spectateurs, eh bien en fait, ça donnera un petit peu ça. La force des Jeux, ce sont les émotions que nous font vivre les athlètes de tous les sports. C'est leur capacité unique à nous émouvoir et à nous inspirer. La force des Jeux, c'est d'abord son programme sportif. Et c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui. Comme vous l'avez compris, le CIO a accéléré son calendrier. Alors merci d'avoir pu vous libérer rapidement pour cette étape décisive. Il y a 3 mois, avec Denis, avec Roxana, avec Patrick, avec l'ensemble des parties prenantes, on s'est mis d'accord sur notre vision pour Paris 2024. Cette vision, elle va nous guider pendant les 5 prochaines années. Ce seront des jeux révolutionnaires, parce qu'ils seront aussi spectaculaires que durables. Ce seront des jeux créatifs, ce seront des jeux au service de tous, qui engagent tous les Français, dans tous les territoires. C'est cette vision qui nous a guidés pour vous présenter aujourd'hui notre programme sport. Alors je vous propose qu'on commence tout de suite par notre ambition.
L'histoire du sport en général et des jeux en particulier, c'est cette ambition de se dépasser, d'aller toujours plus vite, de vouloir tout faire toujours mieux. C'est l'ADN des athlètes et c'est l'ADN des jeux. En tant que comité d'organisation, c'est aussi ce qui nous anime au quotidien. Pour nous, ça veut dire mettre en lumière ce qui fait la force des Jeux depuis 32 Olympiades. La diversité des sports et les émotions des performances. Ça veut dire sublimer les sports olympiques historiques et emmener l'expérience des Jeux encore plus loin. C'est ce qui nous a animés depuis le début quand on a choisi de faire de notre patrimoine exceptionnel un décor unique pour donner encore plus de poids aux performances sportives. Je vais donner 2 exemples. Le parc du château de Versailles, pour accueillir les épreuves équestres, ou le Champ de Mars, pour le beach volleyball. Mais pour se dépasser, il faut à la fois capitaliser sur ses points forts et aller explorer des directions nouvelles. L'histoire des Jeux, qui ont su grandir et se transformer au cours du temps, nous y oblige. Aujourd'hui, le CIO nous en donne l'opportunité. Depuis Tokyo 2020, il offre la possibilité au comité d'organisation de proposer une liste de sports additionnels. Cette opportunité, on a voulu la saisir pleinement. Et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter la liste des sports additionnels qu'on va proposer au CIO. C'est ce qui nous a guidés dans nos choix. Notre proposition sera étudiée par la commission du programme olympique, puis par la commission exécutive du CIO en mars. Et nous présenterons notre proposition à la session du CIO en juin. Le CIO validera définitivement la liste des sports additionnels de notre programme après les Jeux de Tokyo en décembre 2020. Aujourd'hui, on ne va donc parler que d'une première proposition pour le programme olympique et nous vous présenterons le programme des sports paralympiques lors de la revue du concept paralympique en juin prochain. Avant de laisser la parole à Jean-Philippe Gatien et Aurélie Merle, directeur et directrice associée des sports, pour vous présenter cette proposition de sport additionnel, je voulais partager avec vous les 3 grands principes qui nous ont permis et qui ont guidé nos choix. Premier principe, on s'est inscrit dans le cadre défini par le CIO pour des jeux plus durables. Ça veut dire un nombre d'athlètes limité, moins de 5 sports, pas de construction de sites pérennes spécifiquement pour les jeux, et si possible, un partage de sites entre plusieurs sports. Deuxième principe, l'ambition qu'on partage avec le CIO, c'est que ces jeux se connectent avec leur époque. Les jeux ont leur identité propre, et on doit la garder. Mais ils ont aussi toujours su évoluer, et c'est ce qui fait leur force. C'est ce qui fait qu'ils continuent à rassembler la planète depuis 1896. On doit se connecter aux sports qui cartonnent partout dans le monde, pour qu'ils viennent compléter les sports historiques et apporter aux Jeux une dimension plus urbaine, une dimension sport de nature, une dimension artistique et culturelle. Les Jeux ont ce défi permanent de se connecter aux nouvelles générations. Pour nous, c'est d'autant plus important que si on veut mettre les jeunes à la pratique sportive, c'est plus facile avec des sports qui leur parlent. On en a parlé à l'occasion de la semaine olympique et paralympique à l'école. On est tous mobilisés sur le développement de la pratique sportive pour tous les publics et en priorité pour les enfants et les adolescents. Pour ça, on doit se connecter avec les nouvelles pratiques, avec les sports particulièrement vivants sur les réseaux sociaux, qui ont des communautés visibles et actives. Et puis enfin, le troisième grand principe, c'est que ce programme des sports de Paris 2024 doit refléter notre ambition. Notre ambition d'avoir des épreuves spectaculaires, de valoriser des sports accessibles à tous, de faire sortir le sport des stades, de mettre en avant la créativité et les passerelles entre le sport et la culture. Notre défi, c'était de choisir des sports qui s'inscrivent dans ces 3 grands principes. Le cadre fixé par le CIO, notre ambition partagée de parler aux nouvelles générations et l'identité de Paris 2024. On a retenu finalement 4 sports. Je sais qu'il y a beaucoup de suspense aujourd'hui. Et ça n'a pas été facile. Chaque sport candidat avait ses avantages, sa richesse, son histoire. Il a fallu faire un choix et on a retenu ceux qui, à notre avis, répondaient le mieux à cet ensemble de critères.
Mais je voudrais vraiment ici remercier une nouvelle fois toutes les fédérations internationales et françaises pour leur enthousiasme. Et j'aimerais vraiment les féliciter pour l'excellent travail accompli. Le sport français est riche par sa diversité. Et Paris 2024 fera tout son possible pour faire rayonner vos sports et contribuer à leur développement. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Philippe et Aurélie, qui vont faire un petit ping-pong pour vous présenter ces 4 nouveaux sports. Mais avant ça, je vous propose de les découvrir en images. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Permettez-moi de commencer par un petit rectificatif. Tony, on ne dit pas ping-pong, on dit tennis de table. Je pense que c'est important pour moi, surtout quand on parle du sport phare des Jeux depuis 88. Voilà, je tenais à le dire. Merci. Avec Aurélie, on va commencer notre petit duo par le surf. Le surf, tout le monde connaît. Ça fait plus de 200 ans que ça existe. C'est un sport en plein boom. Aujourd'hui, c'est 35 millions de pratiquants répartis sur tous les continents. Partout dans le monde où il y a des vagues, il y a du surf. Pourtant, le surf aux Jeux, c'est tout neuf. Tokyo 2020 va avoir l'honneur d'organiser la première compétition olympique de surf de l'histoire. Avec Paris 2024, on serait très heureux de poursuivre cette dynamique parce que le surf correspond parfaitement à notre vision pour ces Jeux. Des jeux spectaculaires et créatifs. En shortboard, la discipline qu'on propose, les 24 surfeurs et 24 surfeuses seront jugés sur des figures. Et plus les figures seront difficiles, originales et bien exécutées, et meilleures seront les notes. Qui dit spectaculaire, dit Justine Dupont. Et merci Justine d'être présente ici. Triple vice-champion du monde dans 3 disciplines différentes. Champion du monde ISA avec l'équipe de France en 2017. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les vagues qu'elle a surfées, mais c'est juste incroyable. Elle a surfé les plus grosses vagues du monde et je vous invite à aller voir sur les réseaux. Et elle saura mieux que quiconque vous parler de l'attractivité de son sport. Et elle est ici présente pour vous aujourd'hui. Mais notre vision, c'est aussi qui parle aux nouvelles générations. Avec 40% des surfeurs mondiaux qui ont moins de 24 ans, le surf, c'est un excellent moyen de rapprocher les jeux de tous ceux qui sont jeunes, ou tous ceux qui se sentent jeunes. Et au-delà du sport, le surf, c'est aussi un rapport particulier à la nature, un mode de vie qui correspond parfaitement aux aspirations des nouvelles générations. Mais c'est aussi des jeux pour tous les Français. Tony a parlé de notre volonté d'organiser des jeux qui profitent au plus grand nombre. Faire du surf un sport invité de Paris 2024, ce serait une formidable opportunité de valoriser le patrimoine naturel français et d'ouvrir l'expérience olympique à de nouveaux territoires. Le surf en 2024, ce serait aussi l'occasion de mélanger sport, musique, lifestyle pendant les épreuves. Célébration et engagement, le surf sera l'incarnation de nos ambitions. Et Aurélie va vous présenter maintenant un autre sport qui fera ses débuts olympiques à Tokyo en 2020, le skateboard. Merci Jean-Philippe. Donc après les floaters et les rollers, passons aux tricks et aux runs. Alors pourquoi le skateboard ? Comme le surf, c'est un sport très populaire, notamment chez les jeunes. Qui ne s'est pas essayé au skate pendant sa jeunesse avec plus ou moins de succès ? Plus de 30 millions de personnes font une fois par semaine. Et parmi eux, près de la moitié ont moins de 17 ans. C'est aussi un sport ultra accessible, qui ne demande presque aucun équipement et qui peut se pratiquer n'importe où. Pour nous, qui souhaitons encourager la pratique sportive du plus grand nombre, c'est un atout important. Le troisième argument, le skateboard, c'est aussi un sport lifestyle par excellence. C'est plus que du sport, c'est aussi un mode de transport et une culture urbaine. Communauté de skateurs a d'ailleurs des représentants emblématiques. Vous connaissez tous Tony Hawk, qui compte plus de 4 millions de followers sur les réseaux sociaux, mais il est loin d'être le seul.
La brésilienne Letícia Buffoni, par exemple, c'est 2,3 millions d'abonnés sur Insta. Moi, au dernier pointage, j'arrive difficilement à 216, mais peut-être ce soir, grâce à vous, j'en aurai un petit peu plus. Ces ambassadeurs vont nous aider à rapprocher les Jeux de nouveaux publics au sein d'une communauté ultra connectée. Alors, à quoi ressemblerait la compétition de skateboard en 2024 ? Les meilleurs skateboarders du monde pourraient s'affronter dans 2 disciplines populaires et spectaculaires. Le street, où les athlètes doivent faire des figures sur un cycle réunissant des décors urbains, des escaliers ou des rampes. Et le parc, où les athlètes skatent dans des bowls qui leur permettent de prendre de la vitesse et de faire des figures de 4 mètres de haut. Dans les 2 cas, les compétitions sont extrêmement spectaculaires et récompensent style, technique et créativité. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir notre championne de France 2018, Charlotte Im, ainsi que le nouveau prodige en parc, Ivan Federico, l'italien. Merci d'être là. Et tous les 2 sont en lice pour décrocher leur qualification à Tokyo. Donc ils sont à votre disposition pour vous faire vivre leur sport de l'intérieur. Le skateboard pourrait également facilement s'intégrer dans un site partagé avec d'autres épreuves urbaines au programme des Jeux. Avec 16 athlètes d'en plus par rapport à Tokyo, c'est un total de 96 athlètes. Au Jeux, la compétition de skateboard offrira aux spectateurs du monde entier une célébration inoubliable à la fois des sports, mais aussi de la culture urbaine. Je laisse maintenant le soin à Jean-Philippe de vous plonger dans le monde vertigineux de l'escalade. Merci Aurélie. Rassure-toi, j'ai passé 20 ans aussi dans un sport grandiose qui est le tennis de table. J'ai pas non plus beaucoup de followers comme toi. Mais promis, on te likera et s'il vous plaît, faites un effort pour Aurélie. On vérifiera ce soir si elle monte les 300. Avant ça, on passe à notre 3e sport. Comme le surf et le skateboard, c'est un sport très spectaculaire et visuel. C'est un sport très populaire également, avec 25 millions de pratiquants dans 150 pays. Il est en pleine croissance, notamment auprès des nouvelles générations, avec 40% d'adeptes qui ont moins de 18 ans, et presque autant de femmes que d'hommes, avec 40% de pratiquantes en France. Comme le surf et le skateboard, l'escalade fera son entrée olympique en 2020. Mais le programme pour Paris 2024 serait un tout petit peu différent. Il sera enrichi par rapport à celui de Tokyo, avec 2 disciplines distinctes, aussi spectaculaires que complémentaires. La première, la vitesse, c'est une course contre la montre. Les meilleurs athlètes grimpent un mur de 15 mètres en moins de 6 secondes pour les hommes et 8 secondes pour les femmes. 2 concurrents s'affrontent en grimpant côte à côte dans un duel à élimination directe. Cela donne des images exceptionnelles et une tension à couper le souffle. La deuxième discipline, c'est un combiné bloc-difficulté. Le bloc consiste à escalader des structures de 4,5 mètres sans corde de sécurité. Et la difficulté consiste à escalader un mur de 15 mètres. Un véritable jeu d'échecs physiques qui mêle stratégie, dextérité et endurance. Et Julia Chanourdi, ici présente, et je remercie infiniment d'être là, qui en parlera bien mieux que moi. Elle est membre de l'équipe de France et en course pour la qualification pour les Jeux de Tokyo. Et elle a bien voulu faire une pause dans son entraînement pour pouvoir échanger avec vous aujourd'hui si besoin. On te souhaite, Julia, de faire partie des 72 athlètes qui s'affronteront en 2024. Alors voilà, on était à 15 mètres de haut, on va revenir à peu près 15 cm du sol. Et je vais laisser à Aurélie le soin de vous présenter le sport qui pourrait faire ses grands débuts sur la scène olympique à Paris en 2024. Et oui, Jean-Philippe, le breakdance, ce sport s'est imposé à nous comme un choix logique et évident, en pleine cohérence avec notre projet et la vision de Paris 2024. L'atout numéro 1, c'est un sport qui parle à la jeunesse du monde entier. Le breakdance, c'est quoi? C'est 30 millions de pratiquants dans le monde, 1 million rien qu'en France, de jeunes de moins de 18 ans. Ça fait de la France la 2e nation derrière les États-Unis en nombre de pratiquants. L'atout numéro 2, le breakdance, c'est un sport acrobatique, hyper spectaculaire, avec un format de compétition qui change complètement de tout ce que vous avez déjà vu au jeu. Il y a 2 athlètes qui s'affrontent lors de battles. Un danseur performe avant que son adversaire lui réponde dans la foulée. C'est innovant et rempli de suspense. Le breakdance, enfin, opère aussi une vraie fusion entre le sport et la culture. Sans DJ, pas de battle. C'est un acteur clé de la compétition. Les athlètes ne connaissent pas à l'avance la musique qui est jouée et doivent donc démontrer des qualités étonnantes d'adaptation et d'improvisation. Les athlètes sont appelés B-boys et B-girls.
le monde olympique les a découverts aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires. En plus d'être un énorme succès populaire, on a vu que c'était un sport qui s'intégrait aussi très bien dans un partage de sites. À Buenos Aires, c'était avec le basketball 3-3. Alors c'est un sport qui peut sembler un peu cool, mais en fait il demande une discipline et une rigueur hors du commun. Comme pourront vous l'expliquer nos 2 stars françaises qu'on a vraiment la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir pu vous libérer. On a Lilou, qui est multiple champion du monde et une des stars les plus populaires du breakdance. Et juste à côté, Mounir, qui est lui aussi multiple champion du monde et qui a été juge pendant les Jeux olympiques de Buenos Aires. Donc le breakdance, c'est un des sports les plus accessibles au monde, qui peut se pratiquer partout. Il a une communauté forte et mobilisée dans le monde entier et qui rêve des Jeux. En résumé, on a 248 athlètes, 4 sports jeunes, urbains, dynamiques, créateurs, innovants, spectaculaires. Ces sports inspirent aujourd'hui, tout en préparant demain. Merci à tous. Je crois que Tony a encore quelques petits mots à vous dire. Merci. Merci beaucoup Aurélie et Jean-Philippe. J'en profite aussi pour remercier Étienne Taubois, directeur général de Paris 2024, et saluer son travail. C'est lui qui a dirigé le travail des équipes pour aboutir à cette proposition. Alors voilà, au-delà de ces nouveaux sports, les fédérations internationales olympiques, déjà au programme, réfléchissent à proposer de nouvelles épreuves. Comme récemment, la Fédération internationale de voile a proposé la course au large. On va accompagner cette réflexion pendant les prochains mois pour soutenir leurs ambitions et avec elles, faire bouger les lignes. Certaines ont déjà des idées et c'est tant mieux parce que c'est vraiment notre ambition aussi de révolutionner le programme dans son ensemble. Depuis ce matin, on parle beaucoup des nouvelles générations avec les 28 nouveaux sports et les 28 fédérations déjà olympiques et historiques. Et ces 4 nouveaux sports en édition, je crois qu'on peut parler à chaque jeune, même à celui qui sommeille parfois très profondément en chacun de nous. N'est-ce pas, Jean-Philippe? Mais le programme des sports de Paris 2024 doit être au service de toutes les générations. C'est pour ça qu'au-delà des nouveaux sports, on souhaite vous présenter aujourd'hui 2 révolutions. Monsieur, monsieur. Eh monsieur. Monsieur, monsieur. Oui monsieur. Nous aussi on veut faire les jeux. On peut faire les jeux? Non. Tu crois qu'on va pouvoir faire les jeux, toi? Ce serait mortel de pouvoir faire les jeux, ce serait historique. Sérieux? On va pouvoir faire les jeux. Tony, on va pouvoir faire les jeux? S'il y a une chose qu'on a retenue depuis le début de cette aventure, c'est que les gens n'aspirent plus juste à être spectateurs. Ils n'ont pas seulement envie de regarder. Ils ont envie de s'engager, ils ont envie de faire. Alors pour la première fois dans l'histoire des Jeux, on a souhaité faire du programme des sports de Paris 2024 un programme qui permet aux fans du monde entier de se mesurer virtuellement aux plus grands athlètes. Je parlais à l'instant de la course au large. On va saisir cette opportunité pour faire de la 33e édition des Jeux la première de l'histoire à laquelle tous les passionnés de voile pourront participer de chez eux sur le même parcours au même moment. Le jour de la régate, ce ne sera pas juste 40 skippers, mais ils seront bien 500 000 skippers connectés partout dans le monde. Dans cette ambition d'être les premiers Jeux auxquels les gens pourront participer, on a aussi initié des discussions avec l'Union cycliste internationale pour que les gens puissent se mesurer au même parcours, en même temps, avec les meilleurs athlètes du monde entier, sur leur vélo de route ou sur leur vélo d'appartement. Et on réfléchit déjà à ouvrir d'autres épreuves à la participation connectée. Alors je ne vais pas vous dévoiler tous les travaux en cours, mais je peux d'ores et déjà vous dire que la 33e édition des Jeux sera la première à laquelle les gens pourront participer virtuellement, partout dans le monde. Voilà, la conférence de presse devait s'arrêter là, et on va passer à vos questions si vous avez des questions. Mais peut-être juste avant de rappeler Jean-Philippe et Aurélie, on avait envie d'aller encore un cran plus loin aujourd'hui avec ces annonces. On a pris la décision de permettre aux gens de vivre les Jeux virtuellement. Et là, on s'est dit, mais
pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les vivre pour de vrai ? Athènes 1896, les premiers Jeux olympiques modernes devant 100 000 spectateurs. Paris 1924, première radiodiffusion. Londres 1948, première retransmission à la télévision. Grenoble 1968, première retransmission en couleur. Sochi 2014, première application pour choisir en temps réel l'épreuve qu'on souhaite regarder. Pendant 32 Olympiades, les Jeux ont grandi au rythme des évolutions technologiques. Mais pendant 32 Olympiades, les spectateurs sont restés spectateurs. La 33e Olympiade sera la première à faire passer les spectateurs de la tribune au terrain de jeu. Comme vous, aujourd'hui, ils seront sur le terrain, au cœur des stades. À Paris, en 2024, vous pourrez participer aux Jeux, avec vos proches, avec vos amis. Vous pourrez vivre l'expérience des Jeux de l'intérieur, sur le même parcours que les athlètes, le même jour. Ce sera vrai sur le marathon. Mais on travaille d'ores et déjà avec les fédérations pour développer d'autres épreuves ouvertes. Pour trouver des formats plus accessibles que le marathon, parce qu'on veut que tout le monde puisse participer aux Jeux, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition physique. Le principe a déjà été validé par le CIO. La prochaine étape, c'est de construire, avec tous les acteurs concernés, le meilleur format. À Paris, en 2024, vous pourrez participer aux Jeux. À chaque fois que Paris a organisé les Jeux, la France a marqué l'histoire olympique. La première participation des femmes, en 1900. Le premier village olympique, en 1924. On a forcément voulu se mettre dans ces pas-là et passer d'un programme de sport audacieux à une approche des Jeux tournée vers les gens, pour les gens. C'est ça, la vraie révolution. Pendant 32 Olympiades, les spectateurs sont restés spectateurs. Avec Paris 2024, les spectateurs des Jeux deviennent enfin acteurs des Jeux. Voilà, merci pour votre attention. Je propose à Jean-Philippe et Aurélie de me rejoindre sur scène. Et puis voilà, on est à votre disposition si vous avez des questions. Et puis je propose aussi peut-être aux athlètes de venir avec nous sur scène, comme ça vous pourrez aussi les voir. Venez, ça va. Venez, venez, venez. Il y a une question devant. Bonjour Tony. Bonjour. John Lester de l'agence AP. Donc un joli petit teaser ici. Oui. Mais pas assez pour qu'on puisse en faire justice. Donc il faut un peu plus de détails quand même. Donc alors le marathon, ce serait quoi? Les athlètes courront et après le public courira, si du bon français, sur le même parcours le même jour, c'est cela en gros? Exactement. L'objectif, c'est effectivement de faire vivre l'expérience des Jeux aux spectateurs. Et c'est l'épreuve sur le même parcours, le même jour. Alors sûrement pas en même temps,
parce que il y a aussi quand même, bien évidemment, le respect de l'épreuve olympique, et il faut que les athlètes qui se préparent pendant 4 ans puissent être dans les meilleures conditions pour complètement vivre ce moment unique dans leur carrière et dans leur vie. Mais l'objectif, c'est que sitôt la course terminée, on puisse lancer le marathon, où encore une fois, on va travailler avec la fédération internationale pour voir quel est le meilleur format. Il y aura peut-être, en plus du marathon, des formats plus courts pour que ce soit vraiment accessible au plus grand nombre. Alors juste un petit follow-up sur l'idée connectée. Donc par exemple, sur le vélo, on va juste prendre cet exemple parce que vous l'avez cité vous-même. Donc les athlètes, comme on sait, ils sont connectés par Strava par exemple, ou leur chose qui mesure toutes leurs données biologiques. Moi, je dois être dans mon appartement avec mon vélo qui serait connecté, et donc je ferai la course virtuellement contre eux sur le parcours olympique. C'est cela l'idée? Exactement. Exactement, c'est de pouvoir vous connecter en temps réel sur l'épreuve qui est en train de se dérouler, et vous pouvoir vous confronter sur le même parcours, puisque maintenant, avec la technologie, on peut vraiment reproduire la même difficulté depuis votre vélo si on le connecte à la course qui est en train de se dérouler pendant les Jeux. Bonjour Tony, Bruno Fraioli, sportbusiness.club. 248 nouveaux athlètes. Comment ça va se passer pour faire de la place pour ces 250 nouveaux athlètes? Merci. Aurélie. Je me permets de prendre la question. En effet, cette nouveauté par rapport à Tokyo, c'est qu'effectivement, le quota des athlètes pour les nouveaux sports doit être intégré dans les 10 500. C'est pour ça que, en travaillant avec le CIO, il nous a demandé aussi de prendre en considération le fait qu'on devait avoir un nombre limité d'athlètes et un nombre limité de sports. Et c'est pour ça qu'il voulait savoir assez rapidement le nombre d'athlètes qu'on avait choisi. Maintenant, ça va être au CIO, à partir de l'année prochaine, de travailler avec les fédérations internationales, puisque ces dernières vont faire des propositions pour les épreuves de 2024. Et ensuite, c'est en décembre 2020 que le programme final des épreuves de 2024 va être annoncé par le CIO. Oui, bonjour, Andrea Bambino de l'agence France Presse. Alors j'aurais 2 questions. Est-ce qu'on a une idée sur le nombre de personnes qui pourraient participer au marathon dans son format grand public? Et ensuite, est-ce que les 3 épreuves urbaines, breakdance, skateboard et escalade auront lieu au même endroit et où? Est-ce que ce sera dans Paris ou ailleurs? Voilà, merci. Alors merci Andrea pour ces 2 questions. Sur la première, sur les conditions de participation à notre épreuve de masse ou à nos épreuves de masse, tout ça va encore s'affiner. En fait, l'objectif, vous l'avez compris, hein, c'est de vraiment utiliser aussi cette révolution pour engager les Français, les fans du sport dans l'aventure Paris 2024 pendant les 5 prochaines années. Donc on se dit même que il y aura la possibilité de venir récompenser un certain nombre d'actions que des fans pourront avoir en lien avec les Jeux. Donc voilà, on va co-construire avec la Fédération internationale les principes de sélection de qualification. À date, notre vision, c'est qu'on ne veut pas une vision élitiste. Voilà, ce ne seront pas les meilleurs athlètes forcément du pays qui pourront participer au marathon, mais c'est bien voilà, d'avoir une approche la plus accessible possible, y compris pour des personnes en situation de handicap d'ailleurs. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une épreuve populaire très très ouverte pour cette épreuve de masse. Sur le deuxième aspect, aujourd'hui on vous présente la liste des sports additionnels. Encore une fois, je le redis, on entre seulement dans le processus de validation. En juin, on en saura un petit peu plus sur est-ce que le CIO entérine cette première proposition, même si jusqu'en décembre 2020, encore une fois, rien ne sera complètement définitif. Mais si le vote de la session du CIO de juin est positif, ensuite, nous allons bien évidemment regarder de plus près la question des sites sur lesquels ces 4 sports se dérouleront.
c'est pas la peine de lancer tout de suite ces démarches-là. Il faut d'abord une haie après l'autre, hein, comme dirait Guy Drut, qui est membre de Paris 2024. Donc d'abord, on fait entériner les 4 sports, ensuite on s'occupera des sites, mais tout a été pensé quand même pour avoir la conviction et la garantie que nous serons en mesure d'organiser ces 4 sports parce qu'il y a des équipements déjà existants, parce que ce sont des sports faciles à organiser sans avoir à construire d'infrastructures. Concernant plus particulièrement la notion de cluster, de noyaux, voilà, tout ça va être étudié de près. On a regardé avec attention ce qui s'est passé aussi à Buenos Aires avec cette idée de regrouper au même endroit différents sports. Le CIO veut aller vers ça. Il y a forcément des avantages à regrouper des sports. Et là aussi, les 4 sports ça fait partie des critères de choix que ces sports puissent aussi venir s'associer à un site déjà existant et partager un site déjà existant. C'est important pour nous. Bonjour, Rachel Préti, l'équipe. Est-ce qu'il pourrait y avoir un 5e sport, puisque le quota est de 5, enfin un sport repêché? Et est-ce que les autres pourraient participer à quelque chose qui ressemblerait à des manifestations sportivo-culturelles avant, après, pendant les Jeux? Merci. Alors, la proposition de Paris 2024 est limitée à 4 sports, puisque, encore une fois, les discussions que l'on a eues avec le CIO, c'était plutôt d'avoir moins de sports que les 5 de Tokyo, de réduire, parce que comme le disait Aurélie Merle, il y a une nouvelle règle qui est entrée en lice depuis les Jeux de Tokyo, c'est que le quota d'athlètes de ces sports additionnels doit être dans l'enveloppe des 10 500 athlètes au total, donc de réduire significativement, on réduit à peu près par 2 le nombre d'athlètes par rapport à la proposition des Jeux de Tokyo 2020. Donc c'est un effort conséquent. Et donc voilà, il n'y aura pas de nouveaux sports qui seront ajoutés à partir de maintenant. La procédure, c'est plutôt que le CIO se réserve le droit de pouvoir réduire le nombre de sports d'ici décembre 2020. Et la deuxième question, c'était, excuse-moi. Et la participation pour les fédérations qui n'ont pas été retenues aujourd'hui, bien évidemment, voilà, on l'a dit jusqu'à présent, l'objectif c'est de continuer à valoriser la richesse du sport français, la diversité. C'est un vrai engouement pour ce pays. Je crois que on a bien évidemment envie de partager avec les fédérations qui n'ont pas été retenues dans ces 4 sports-là, la possibilité de mettre en place des actions pour engager les Français dans la pratique du sport et de valoriser ce qui se fait de mieux dans ce pays. C'est vraiment notre état d'esprit. Oui, bonjour, Jean-François Fournel de la Croix. 2 questions, une assez simple. 248 nouveaux athlètes, c'est un chiffre pair. Est-ce que l'exigence de parité homme-femme, qui est une des exigences actuelles du CIO, sera strictement respectée? Est-ce que chacun de ces 4 nouveaux sports, enfin ils ne sont pas vraiment nouveaux, mais pas tous vraiment nouveaux, seront strictement mixtes? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que les fédérations non retenues ont été prévenues? Et si oui, quelle a été leur réaction d'une manière générale? Surtout vis-à-vis on a vu pas mal de réactions anticipées sur l'arrivée du breakdance, par exemple. Quelle a été la réaction? Alors, par rapport à la première question et sur la mixité, donc oui, je vous confirme que l'ensemble des sports qui ont été présentés auront un quota d'athlètes masculins et féminins équivalent, donc la mixité sera totale. Sur la deuxième question relative aux présidents de fédération non retenus, nous avons eu effectivement des contacts avant aujourd'hui pour les prévenir et nous avons initié des discussions avec eux. C'était le cas dans la période où ils nous ont présenté les projets et l'objectif maintenant c'était
comme le disait Tony, d'enclencher une dynamique avec elle. Donc je ne vous cache pas qu'il y a une déception, bien évidemment. Les réactions sont déceptives, à juste titre, parce qu'ils avaient placé beaucoup d'espoir dans leur entrée au programme. Maintenant, voilà, on a expliqué un petit peu les raisons, on a évoqué les critères principaux et l'adéquation que nous avons dû faire avec ces critères et la présentation de leur projet. Et maintenant, nous allons entrer dans une phase où nous allons, pendant 5 ans, essayer de faire en sorte que cette plateforme Paris 2024 serve la majorité des sports, retenus ou non, dans cette logique de mettre plus de monde au sport et dans cette logique de faire bénéficier chaque sport et la promotion des sports et le développement des sports de chaque fédération et de chaque sport olympique ou non olympique qui est un retour positif pour eux. Peut-être juste un tout petit complément sur la première question. C'est la mixité, bien évidemment, a été un critère majeur dans le choix des 4 sports additionnels. C'est aussi un objectif de manière globale. On travaille de manière vraiment active avec le CIO et les fédérations internationales pour que, pour la première fois de l'histoire des Jeux, lors de cette 33e édition, il y ait le même nombre d'athlètes masculins et féminins qui participeront à Paris 2024. Ce serait une première historique. Bonjour, Johan Delera, la chaîne L'Équipe. À travers ces 4 sports additionnels, vous avez dit que l'un des objectifs était de toucher les nouvelles générations. On parle souvent de l'e-sport. Pourquoi ne pas avoir donné sa chance à cette discipline? Et est-ce que ça a été sérieusement envisagé? Merci beaucoup. Pardon. Ouais. Comme on l'a souligné dans les critères, un des critères principaux, c'était qu'on s'adresse uniquement aux fédérations internationales reconnues par le CIO. Et à ce jour, l'e-sport n'a pas une fédération internationale reconnue par le CIO. Donc, de facto, il ne peut pas intégrer le programme olympique. Il n'empêche que c'est un sujet au travers du sport virtuel ou connecté qui est fortement intéressant, dans une logique d'engagement, pourquoi pas, mais en tout cas, pas de présence du e-sport au programme olympique, dans la mesure où il ne pouvait pas y accéder, compte tenu qu'il n'y a pas de fédération reconnue. Question qui va me faire passer pour un gros ringard. Mais à quel moment est-ce que le break dance devient un sport? On va laisser la parole aux athlètes. Merci pour cette question. Mais dès lors qu'on a organisé un affrontement entre 2 équipes, qu'on y a mis des juges, un public, on en a fait une compétition, on en a fait un sport. C'est une discipline qui est effectivement artistique, mais qui a aussi cette dimension athlétique et que personne ne remet en cause ni à l'intérieur de la communauté, ni à l'extérieur de la communauté. Donc elle s'inscrit dans une logique sportive depuis son existence. Très bien. C'est bon. Bon, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, on est à votre disposition pour celles et ceux qui voudraient avoir des réactions en zone mixte. Je vous propose peut-être de faire une photo de groupe. Et je voudrais inviter nos représentants institutionnels à nous rejoindre sur scène, Madame la Ministre, Messieurs les présidents et représentants, s'il vous plaît, si vous voulez bien nous rejoindre. Ça va? Ouais. On peut peut-être couper mon micro. Ouais, merci.